Ok, alors bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 20. C'est la fin de la saison et nous sommes devant un public de feu. Oh, alors c'est vrai, ben oui, c'est vrai, on n'était pas en train de bullshiter ça. Donc on a battu notre record d'audience et on a même doublé notre record d'audience, alors c'est vraiment excitant tout ça. Et ben je suis Simon, comme à l'habitude, je suis en compagnie du Big Chief du jeu, Monsieur Jean-François Chrétien. Amen. Salut Jeff. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va bien toi? Oh yeah, il fait chaud pour le dernier épisode. Ouais, c'est ça, exact. On est en pleine canicule, donc C'est... tout le monde sue. On a dit pas de ventilateur, ça fait trop de bruit. Ouais, exact. On souffle. On a 3 heures après le délai qu'on avait dit aussi pour l'enregistrement, mais enfin on commence. Ouais, on est là. Alors on a des gens très notables dans le public, là. On en parlera un peu plus tard, mais c'est toujours cool de voir ça. Épisode bien chargé, un petit récapitulatif de la saison 2, l'actualité bien entendu ludique, une chronique du chef. Et à la fin, on va terminer avec les jeux de Gen Con, parce que oui, bientôt Gen Con s'en vient. Qu'est-ce qui va sortir à Gen Con? Qu'est-ce qui va être là? Qu'est-ce qu'on attend de Gen Con? Est-ce que c'est toujours significatif d'attendre des choses de Gen Con? Ben, clairement, Gen Con est une convention majeure au niveau de la sortie de nouveaux jeux. Après ça, on peut voir là, d'année en année que les jeux de Gen Con qui sortent à Gen Con sont souvent annoncés ou sortis un peu avant. Donc, il y a quelques jeux qu'on a déjà vus ou qui sont déjà commencés à être sortis, qu'on va parler, mais c'est souvent à Gen Con là, que les compagnies vont mettre de l'emphase sur ces jeux-là pour officiellement les lancer sur le marché. Ouais, les sorties américaines, on s'entend, parce qu'il y a plein de jeux qui sont sortis, dans le fond, à SN probablement, mais que là, ils vont sortir pour la première fois en Amérique du Nord, donc la plupart des gens auront pas nécessairement eu la chance d'y jouer encore. Oui, c'est aussi beaucoup le moment où des jeux Kickstarter, en fait, qui ont déjà été financés et livrés, ben vont sortir officiellement sur le marché. Mais on parlera de Kickstarter un peu plus tard. Ouais, ok, parfait. Ben t'as joué à quoi, JF, ces temps-ci? Là, on est là pour un petit peu de moments d'actualité. Donc, c'est quoi là que t'as joué de cool? Ben écoute, j'ai joué à beaucoup de jeux que j'avais déjà joué, des classiques, mais j'ai essayé une extension de Terraforming Mars. Oui. Donc, Hélas et Elysium. Les 2 cartes supplémentaires, la meilleure extension de tous les temps. Quelle idée de génie, le Formula D de l'extension. Ouais, exact. Ben, j'ai pas essayé encore l'autre extension qui rajoute des mécaniques et tout. Dans celle-là, ben, dans le fond, on a essayé une des 2 maps qu'ils proposaient. Donc, ils changent un peu les objectifs, les awards aussi. Ils changent la position des ressources sur le plateau. Il y a aussi, on avait joué avec la version avec le pôle sud un peu. Oui, ouais. Donc, super intéressant. Je pense que ça rajoute un peu de rejouabilité au jeu. Ça rajoute d'autres façons de faire des points parce que, ben, dans la version de base, t'as les awards et les... je me rappelle plus de leur terme. Les récompenses et les objectifs. Ouais, exactement, qui sont tout le temps les mêmes d'une partie à l'autre. Ben, quand tu changes de map, ça va varier. Donc, ça va changer peut-être un petit peu les stratégies là, d'une partie à l'autre. Super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça reste un grand classique, hein, Terraforming Mars. Ouais, puis là, on va en parler peut-être un peu tantôt. Mais il y a une petite extension là, nouvelle qui va sortir prochainement. S'en vient, puis aussi l'application. Dans le fond, ils vont te sortir sur on y Steam. croit, l'application sur Steam. On va pouvoir jouer en ligne à Terraforming Mars. Ça a l'air magnifique là, qu'on attend. Là, ça reste ça un jeu de table? C'est un jeu vidéo? Hein? Ben, c'est une adaptation. Tu sais, il n'y a pas... fait à Montréal, dit le ludologue dans la salle. On va y revenir un peu plus tard. Hein. Non, mais intervenez si vous voulez. Parlez juste fort, le micro est un peu loin. On pourrait l'amener un peu plus près de la foule, mais si vous le voulez, prenez-le. Non, ok, tout le monde est bien relax, il fait 30 degrés. Vous avez donné l'effort qu'il fallait au moment du début, là, les applaudissements, c'était vraiment super. Toi, t'as joué à quoi, Simon? Mais moi, j'ai joué à comme 30 jeux dans le dernier mois, en fait, bien plus. Sauf que j'ai préparé on va se garder ça pour une autre fois, peut-être, ces jeux-là. Parce que j'ai préparé un petit recap de la saison 2, donc un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison 2. C'est quoi un peu le concept? Donc on sait, on fait 20 épisodes, c'est le dernier épisode de la saison, après on va prendre une petite pause. Donc le texte va comme suit. Wow! La saison 1 a été surprenante pour nous, mais sérieusement, la saison 2, ça a vraiment dépassé toutes nos attentes. On va commencer probablement en remerciant Jeux.ca. Jeux.ca, c'est notre diffuseur officiel et à la dernière épisode, on a fait une petite blague avec eux.
où à la fin, il y a un petit Easter egg de caché pour jeux.ca. Et jeux.ca, c'est un site dans le fond de jeux en tout genre, principalement d'articles, donc de blogs. Là, il commence à avoir des podcasts, dont le nôtre, et j'imagine des vidéos et tout ça éventuellement. Donc, si vous êtes un fan de jeux, c'est vraiment un bon endroit pour aller jeter un coup d'œil. Super cool. Ils nous ont approché dès le début, dès qu'on a commencé le projet, puis on dit on veut vous diffuser, on veut donner une place pour les podcasts. Donc, on était bien contents, puis on a dit oui tout de suite. Et allez voir ça, jeux.ca. Donc, ça, c'est sûr qu'on remercie là, à la fin de chaque épisode, que des fois, les gens se demandent c'est qui ça, jeux.ca. On avait prévu plein de surprises au programme là, pour la saison 2, des petits goodies, des concours, des parties de Black Story, des ça ou ça édition romance. En tout cas, il y a pas mal d'affaires qui se sont pas faites là-dedans, mais on y va avec ce que les gens nous disent. Les commentaires qu'on reçoit. Mais là, pour la première fois, quelqu'un m'a dit hey, refaites là, ça ou ça. Ah non. Bon, donc on en a peut-être préparé un petit pour toi, JF, aujourd'hui. La baronne qui t'a dit ça ou... La baronne du jeu, exactement, qui nous a proposé ça. Mais par contre, on a vu plein de choses qui ont changé. Donc maintenant, c'est plus la critique du chef, mais bien la chronique du chef. Donc ça, c'était une nouveauté très cool. Et on a rencontré bien plus d'invités qu'on pensait. On a essayé plein de nouvelles formules à 2 invités en même temps, des invités animateurs et plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Donc c'était super cool. Et on a eu, c'est ça comme je disais, énormément d'invités. On pourrait pas ne pas les nommer rapidement. David Kliss de Montréal Joue, un organisateur d'événements absolument hors pair. David Dupéret qui est venu 2 fois, dont une fois en tant qu'invité animateur, une légende du jeu. David Dagenais-L'Espérance, auteur de Décrypto, un auteur québécois. David, désolé, il y a 3 David de suite. Thomas Dagenais-L'Espérance, bien entendu, qui est l'auteur de Décrypto. Et quelqu'un d'absolument phénoménal, un auteur à surveiller pour les prochains temps. Nina Michel Le Floc, la baronne, l'entrepreneur dans le monde du jeu et propriétaire de la récréation. Donc c'était super cool et elle est là aujourd'hui d'ailleurs. Félicitations. Le seul et unique ludologue, le ludologue Sylvain A. Trottier. Et oui, il est dans la famille de Guy A. Et il est lui aussi unique. Donc le ludologue qui d'ailleurs va revenir un peu plus tard avec on a quelque chose à lui dire mais bon quelque chose à lui dire, c'est pas si grave, ben en fait c'est très... Ah oui, ok. Norma Mars de Société V, un gars vraiment unique. L'énigmatique Pierre Poisson-Marquis, philosophe, historien et pimp du board game. Christian Lemay, l'éditeur chouchou du Québec, président du Scorpion Masqué. David Couteau, le professeur board game, qui est d'ailleurs celui qui nous a permis de faire notre première apparition visuelle sur YouTube en nous invitant à sa chaîne. Encore une fois, quelqu'un qui est venu vers nous, qui nous a invités, donc super cool. Le farfadet du jeu, Raphaël Lacaille, acteur international et membre de A2 Game. Joël et Benoît Gascon, les pierres angulaires du jeu de Montréal, à Montréal, les fondateurs de l'Empire Randolph. Donc oui, hein, qu'est-ce que tu veux, quand t'as un titre, ça te suit longtemps. Et en plus, on a interviewé Tom Vassal, Emerson Matsucci, Antoine Boza, Bruno Catala et Ludovic Montblanc. Maublanc. Ouais, c'était quand même intense, tu sais. Je me dis, on a fait saison, ça. On était là au mois de février, on commençait ça, puis là, on est rendu maintenant ici. C'est quand même assez marquant. Donc, c'était vraiment cool. On a eu plein d'affaires qui sont arrivées. On a même fait un épisode intercontinental avec le gars en vadrouille, Ludo, le gars en vadrouille, qui fait des podcasts dans ses chars. Dans son char. En fait, ce gars-là, il est juste trop cool. C'est un Français qui nous a écrit à un moment donné et on a décidé de faire un épisode conjoint. Et depuis ce temps-là, on n'arrête pas de s'écrire. En fait, le gars, il est vraiment excité, il veut qu'on aille en France. Il dit, ouais, venez les gars, on va faire un épisode dans mon char et tout. Fait que c'est quand même assez cool. Non, il paie pas notre billet, mais il a dit qu'il allait nous héberger. Fait que c'est déjà pas pire. Je sais pas, t'as-tu dit ça? En tout cas, on se voit en septembre en France. Bon, et bien entendu, on a ajouté à notre équipe un 3e membre. Alors, le Jimmy, technicien. Le plus Jimmy, important, d'ailleurs. Le plus important, c'est grâce à lui vraiment que la saison 2 s'est solidifiée. On avait promis qu'il allait être là aujourd'hui. Malheureusement, en fait, Jimmy a disparu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. On a plusieurs suspects en liste. Des gens qui aimaient pas trop Jimmy. On sait, il y avait une condition spéciale. En plus, il y avait la chlamydia. Merci beaucoup. Il y avait plusieurs ennemis dans le domaine du jeu. Alors Jimmy, donc on sait pas il est où. On a des suspects. On va vraiment aller au fond des choses par rapport à ça. On a besoin de lui et on doit quand même noter les suspects en ce moment. On a le farfadet du jeu, Raphaël Lacaille, qui est un des suspects. On a
Le ludologue, bien entendu, n'aime pas les gens qui œuvrent dans l'industrie du jeu. On connaît son slogan, le ludologue. On ne joue pas avec le ludologue. Donc, on y a dit justement que c'est important de travailler son branding personnel. Et en fait, le dernier suspect, et non le moindre, qui est quand même quelqu'un d'assez spécial, en fait, c'est le docteur! Le docteur! On sait que le docteur a commencé à nous envoyer des lettres anonymes signées le docteur. Donc, si c'est vous qui avez Jimmy, le docteur, juste nous contacter, on va trouver un arrangement, on va trouver quelque chose. Ouais, on va faire la saison sur le docteur plus tôt, s'il faut. Là, on est prêt à négocier. Ah oui, on est prêt à faire ça saison 4, il n'y a pas de problème. Ouais, exact. Bon, ben, au final, hein, on va quand même embrayer un peu les choses. La saison 1, on avait reçu à peu près 1200 écoutes, mais là, avec la saison 2, on est autour de 8000 écoutes. Donc, c'est vraiment cool, en fait, que vous soyez autant de gens à nous écouter. Bien entendu, vous n'êtes pas autant à nous suivre sur la page Facebook, mais on comprend que Facebook, c'est pas si important. On fait pas souvent de genre de promo, allez nous liker, suivez-nous, blablabla. Mais on sait que vous nous écoutez et que c'est le fun. On vous demanderait peut-être un petit service, vraiment juste pour, tu sais, là, la saison 2 est finie, un peu nous permettre d'aller étendre un peu notre reach, comme on dit. Juste d'aller partager l'épisode que vous avez le plus aimé sur Facebook. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ce qu'on vous demande de faire. Allez partager ça. Il y aura plein de prix à gagner. Et pour la personne qui aura partagé l'épisode le plus cool, selon nous. Donc, c'est ça. J'en doute, déjà. On va avoir, c'est la fin de la saison, mais officiellement, on va avoir 2 épisodes bonus. Oh, ben oui, regardez la tradition. Regardez la tradition, 2 épisodes bonus. Là-dedans. Ben c'est ça, en fait, 2 épisodes bonus. On va être au mondial du jeu. C'est bien cool, ils sont venus nous approcher encore une fois, très motivés qu'on soit là, hein. Ils voulaient absolument que Balado Ludique soit là, donc on était bien contents qu'ils nous invitent et on va essayer de participer du mieux qu'on peut. Ça va être l'occasion de nous rencontrer en chair et en os, principalement le 19 juillet à 18h, entre 18h et 23h. Non, hein, sûrement un peu plus tôt. 21h. Donc on va être là, venez nous rencontrer au Mondial du jeu. Je sais pas comment ça se passe où, mais on va faire un épisode là. Non, mais on va faire un épisode complet sur qu'est-ce qui va se passer au Mondial. Ça va être notre premier épisode bonus avec nul autre que le farfadet du jeu qui revient à notre micro. Donc Raphaël Lacaille de Et-tu Game. Pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. Magnifique. Donc, ben là, on est rendu peut-être à un moment apprécié de tous. Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF. Alors aujourd'hui, je fais la partie 2 de la chronique sur Kickstarter. Alors la première partie était de l'épisode 14 où je faisais un peu l'état des choses, je donnais beaucoup de statistiques sur les jeux qui sont sortis, sur comment la dynamique marchait. Aujourd'hui, la partie 2, je vais traiter de à quel point et comment le Kickstarter a changé un peu la dynamique de l'industrie. Alors, inquiétez-vous pas, c'est un petit parti relax, juste 8 pages cette fois-ci. Ça va se faire assez vite. Donc, ça va être quand même plus rapide que la dernière fois, là, malgré tout. Plus vite. Donc, donc c'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kickstarter est arrivé, il a quand même un peu ébranlé la structure classique de l'industrie. La structure classique implique généralement 4 étapes, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a un auteur, un éditeur, un distributeur, il y a une boutique. Ça, c'est un peu la chaîne de production, comment un jeu se fait éditer. Par contre, quand on regarde ça, puis qu'on est auteur, puis qu'on passe du temps, puis on crée des jeux, puis ça prend du temps, puis c'est difficile de se faire éditer et tout ça, on se rend compte que la marge de profit de l'auteur est quand même assez minime par rapport aux autres intervenants. Donc, c'est un commentaire qu'on entend souvent, disons, des auteurs débutants qui se disent « Ben, pourquoi je passerais par un éditeur alors que je peux me lancer, faire un Kickstarter et ramasser par la même occasion la cote de l'éditeur qui est plus large que celle de l'auteur, on va se le dire. » Donc, c'est un des commentaires qui revient souvent et c'est probablement une des raisons pourquoi on a vu un peu l'explosion du Kickstarter. Il faut dire que Kickstarter a permis la démocratisation de la création des jeux, du jeu de société, parce qu'avant, c'était l'édition classique, c'est-à-dire qu'un auteur devait un peu passer par un éditeur ou se faire
s'auto-éditer, mais qui avait quand même beaucoup de risques à ça. Donc, on le voyait un petit peu moins. Ce que a permis Kickstarter, a permis justement à n'importe qui, à un auteur qui a une idée de jeu, qui veut se lancer, qui n'a pas envie ou qui s'est fait refuser dans l'édition traditionnelle, ça a permis de quand même réussir, lancer son projet et le réussir à le faire financer, à le faire éditer. C'est un des buts de couper les intermédiaires, un des raisons pourquoi le Kickstarter a bien marché, mais il faut dire que quand on se lance dans un Kickstarter, il faut aussi comprendre que on assume le rôle d'un éditeur. Donc oui, on coupe les intermédiaires, mais on devient quand même ce rôle, cette compagnie d'édition. C'est pas pour rien que dans la vie, il y a des éditeurs. C'est-à-dire que c'est un travail à temps plein. C'est un travail dans lequel ça fait des années que ce milieu existe. Il y a énormément de travail, de connaissances qui ont été acquis par ces éditeurs-là. Et quand tu te lances en Kickstarter, souvent, tu n'as peut-être pas nécessairement cette expérience-là. Et tu te retrouves à devoir devoir faire toutes les tâches et apprendre toutes les tâches qu'un éditeur doit faire, en fait. Dans le fond, en termes de travail, l'éditeur, ses tâches, ça va être beaucoup de contacter les imprimeurs, l'écriture de règles, la promotion du jeu, les choix esthétiques, de connaître le milieu et les tendances, de connaître les relations avec les distributeurs et beaucoup plus, évidemment. On a aussi tendance à penser que Kickstarter est magique, puis dès que tu lances un Kickstarter, un projet, ça va marcher parce que on pense juste et on observe juste les gros projets qui marchent. Il y a des millions qui ont été ramassés, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a plein de projets qui ne réussissent pas à se faire financer, qui finalement ne voient jamais le jour. C'est un peu un piège, je dirais, à ce niveau-là. Parce que quand tu arrives en Kickstarter, tu te rends pas compte non plus que tu dois développer tes relations avec les distributeurs. Et il y a une des choses qui est souvent une erreur classique là, parmi les débutants, des gens qui débutent à faire du Kickstarter, c'est que on se dit, OK, parfait, on va couper les différents intervenants pour avoir tout le profit pour nous. Par contre, quand tu fais un Kickstarter, tu deviens éditeur. Mais tu ne deviens pas nécessairement distributeur et boutique. Pensez assumer le rôle de tout ça, donc des 4 rôles, d'être auteur, éditeur, distributeur et être une boutique soi-même. C'est quand même un peu irréaliste quand on y pense. C'est quand même des compagnies qui sont là et c'est pas pour rien. Il y a un travail derrière ça. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si on veut faire les 4 rôles, je vois pas comment on peut y arriver et avoir du temps libre par la suite en plus. Donc c'est souvent une erreur parce que quand tu commences un Kickstarter, tu te dis, OK, je vais penser mes prix, le prix, je vais le vendre par rapport à mon prix de production, mais souvent, tu vas oublier de penser à la marge que ton jeu va avoir quand il va aller dans un distributeur et dans une boutique. Le travail d'un distributeur est quand même assez grand, c'est-à-dire qu'il y a des distributeurs un peu partout dans le monde. Comme éditeur, tu vas généralement devoir contacter plusieurs distributeurs, donc en avoir un pour le Canada, un pour l'Europe, un pour les États-Unis. Donc, c'est des compagnies qui travaillent fort dans le milieu, qui connaissent leur milieu, qui vont à des conventions, mais qui est dur à assumer seul parce que déjà d'assumer le travail d'un distributeur dans une région, c'est beaucoup de travail, mais si tu penses pouvoir le distribuer à travers le monde, c'est un peu irréaliste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets Kickstarter qui finalement n'ont pas de vie après le Kickstarter. Donc, on les retrouve, il y a un buzz qui se retrouve là, on en entend parler, et une fois que le projet est fini, fundé, que les jeux sont livrés, on n'entend plus jamais parler, parce que cette vie, le jeu a une vie dans une boutique, et c'est un peu les boutiques qui font en sorte qu'un jeu peut résister le temps et traverser le temps, et être encore populaire, connu et vendu 5 ans après. C'est une des erreurs qui arrive souvent dans le Kickstarter, c'est qu'on ne prévoit pas ces marges-là, et c'est très difficile d'avoir une vie après le Kickstarter. Mais il y a aussi une tendance au niveau de l'industrie traditionnelle, c'est-à-dire que des compagnies d'édition, on va voir qu'il y a quand même plusieurs compagnies d'édition qui passent maintenant par Kickstarter. Donc au lieu de juste éditer leur jeu et le passer dans
l'industrie traditionnelle, ben, ils vont quand même faire un Kickstarter. Et ben, on peut peut-être avoir des doutes sur pourquoi une grosse compagnie voudrait passer pour Kickstarter. On a l'impression que le Kickstarter est vraiment un outil fait pour peut-être des petites compagnies, des indépendants, donc qui est fait pour justement plus les débutants, pour les aider à démarrer. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le jeu de société, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis dans la production du jeu. Généralement, quand tu vas imprimer un jeu, tu en imprimes 2000, 3000, 4000 copies, tu vas devoir avancer à ton imprimeur au moins 50% de l'argent que te coûte faire la production et peut-être, et même dans certains moments, 100% de l'argent. Donc, ce 40 000, ce 50 000-là à mettre avant de recevoir l'argent des boutiques, dans le fond, qui vont acheter tes jeux, ben c'est quand même une grosse somme, puis même pour des moyennes à grosses compagnies, c'est beaucoup d'argent investi dans un jeu, et dans un jeu qui va peut-être marcher, peut-être pas marcher. C'est une des grosses problématiques dans le jeu de société, c'est de savoir combien de copies j'imprime de mon jeu, et une des erreurs qui arrive souvent, c'est d'en imprimer pas assez ou d'en imprimer trop. Dans les deux cas, la compagnie perd de l'argent. Si tu n'en imprimes pas assez, ben, il va falloir que tu imprimes une deuxième batch, ce qui va impliquer un délai, et ce délai-là ben, peut tuer un peu le buzz qu'il y avait lors de la sortie du jeu, et donc peut-être perdre des ventes par rapport à ça. J'ai regardé un article écrit par la compagnie Mayday. C'est une compagnie que je connaissais principalement pour leur sleeve, une compagnie qui font beaucoup d'accessoires de jeux, mais eux ont plus de 30 projets qui ont été financés sur Kickstarter. Ils font juste du Kickstarter. Et dans un article de leur blog qui s'intitule « Kickstarters Always Work, a Cautionary Tale », ils expliquent un peu pourquoi un de leurs projets Kickstarter décide de l'abandonner, mais en gros, ils nous expliquent un peu comment eux utilisent Kickstarter et pourquoi ils passent toujours par Kickstarter. Et un des exemples qu'ils donnaient, c'est un jeu qui s'appelle Viceroy, sorti en 2015 sur Kickstarter justement, et eux, dans leur tête, pensaient imprimer entre 3000 et 5000 copies du jeu. Quand ils ont lancé le projet, finalement, ils se sont ramassés à devoir en imprimer 12 500. Donc c'est une façon d'évaluer. Ce que ça démontre, c'est que le Kickstarter n'est pas juste un outil de démocratisation du jeu de société, mais c'est aussi un outil d'évaluation du potentiel de vente d'un jeu. Et ça, c'est primordial pour une compagnie de jeux de société. Parce que oui, des fois, on pense avoir un bon produit, on pense que ça va bien marcher, mais ça marche pas. Ou on pense avoir un bon produit, mais en vendre 5000, et finalement, on pourrait en vendre 3 ou 4 fois plus. Et comme je vous dis, ben, si on n'en a pas imprimé assez, ben, des fois, le délai d'attente entre les différentes livraisons va faire en sorte que ce 12 000-là, il aurait peut-être pas pu l'atteindre en imprimant 2 ou 3 batchs de jeux. Un autre exemple que la compagnie Mayday nous donne, c'est un jeu qui s'appelle Wicked, qui est un jeu en fait de dextérité, là, de plateforme de jeu de soccer, dans lequel leur première campagne avait super bien marché, il avait dépassé les attentes, et là il était dans la problématique où il en avait plus assez, il devait faire une réimpression du jeu. Il était prêt, là, il était sur le bord de dépenser 50 000 $ là, pour faire une réimpression, donc de lancer une deuxième batch. Ils ont lancé le Kickstarter et finalement, ben, le projet n'a pas vraiment levé à la hauteur de leurs attentes. En fait, ils n'ont pas réussi à atteindre leur financement et ça leur a montré que ben, le jeu, oui, il a bien marché, mais peut-être pas assez pour en produire autant qu'ils le souhaitaient. Donc, ils ont tout simplement décidé d'abandonner la réimpression du jeu. Ben, ça, là, ça leur a évité de dépenser 50 000 $ et d'être coincés avec des jeux qui se vendent pas dans leur entrepôt. Et on s'en rend pas compte, mais même pour une petite moyenne et même grosse entreprise, dépenser 50 000 $ et pour réavoir cet argent-là ou le réavoir, mais au bout de 10 ans, ben ça, c'est des genres de situations qui peuvent mettre KO une compagnie complètement et la sortir de la map. Donc, oui, c'est un outil de démocratisation, mais c'est aussi un meilleur outil de gestion de production pour les entreprises. Donc, en gros, Kickstarter amène 3 changements majeurs à la production du jeu traditionnel. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de jeux qui sont édités, mais de moins en moins se retrouvent en boutique. Il y a aussi un nombre incalculable de compagnies d'édition qui ont vu le jour dans les dernières années, qui n'ont pas nécessairement l'expérience d'une compagnie professionnelle pour respecter peut-être les critères de qualité qu'on s'attend à un jeu moderne. Donc, on pourrait dire, quoi qu'il y a des très bons jeux qui sortent par Kickstarter, on pourrait quand même dire que l'afflux de jeux va descendre la qualité moyenne d'un jeu de société
en moyenne. Et finalement, un autre truc assez important, c'est que le jeu qui se voit éditer sont de plus en plus décidés par le public. Pas par leur qualité de game design ou d'innovation, mais pour la qualité des graphismes et des composantes. On se retrouve donc dans un milieu où l'éditeur est de plus en plus contraint de répondre à la tendance des joueurs et répondre à l'attrait du joueur plutôt qu'à prendre des risques avec des jeux peut-être plus innovants, mais qui attirent peut-être moins l'œil à la base. Il faut dire que le Kickstarter est beaucoup basé sur l'attrait du visuel, des figurines, évidemment, et de la qualité du matériel. Et on se retrouve peut-être dans un moment où les éditeurs doivent plus écouter son public, et Kickstarter quand même permet une proximité avec le public. Donc l'influence du Kickstarter est indéniable et change quand même tranquillement la façon dont on crée, on édite et on distribue, et même qu'on vend les jeux à l'international. Ça, c'est parmi les changements quand même qui ont influencé. Je pense qu'on va sentir encore cette influence dans les prochaines années, qui va continuer à peut-être essayer de changer un peu la manière dont on fait les jeux, mais c'est indéniable, le Kickstarter a eu un grand impact sur l'industrie, et on peut, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on peut pas nier l'évidence. Donc ça, c'était ma deuxième partie de mon dossier Kickstarter. Miam, 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 miam. Hey, il fait chaud ici. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mangé dans un restaurant 5 étoiles? Mais là, en fait... troisième service. C'est ça. Mais là, JF, tu sais, la première fois, tu disais que t'étais contre Kickstarter. J'ai jamais dit ça. C'était clair, on peut le réécouter sûrement. Non, j'ai jamais dit que j'étais contre. Tout le monde a une opinion sur Kickstarter, tout le monde est conscient que ça existe. Toi, t'es-tu un enthousiaste ou un sceptique? Je suis un total sceptique. Total sceptique, ah ouais. J'ai jamais dit que j'étais contre, mais j'ai dit que j'étais pas quelqu'un qui achetait beaucoup de Kickstarter. Ok. Parce que, mais tu parlais justement de l'idée comment est-ce qu'une compagnie d'édition, parce que là on va souvent entendre l'argument, c'est pas pour les compagnies d'édition parce que c'est pour les gens qui ont pas accès à ces moyens-là pour faire des jeux eux-mêmes. Mais de la façon dont tu l'amènes, c'est peut-être un peu plus intéressant pour eux de faire ça. Ça me fait... Parce qu'on pense que les grosses compagnies ont des millions puis que c'est pas un problème, mais ça reste que cet argent-là déboursé à la base pour la production du jeu, c'est quand même un gros cash flow qui s'en va. Et si t'es pas capable de garantir que cet argent-là va revenir, ben il y a des risques là, tu sais. Puis compagnies de jeux de société, même bon, il y a Asmodée, mais même à part les gigantesques comme Asmodée, ben les autres, c'est pas des si grosses compagnies. Puis du cash flow, il y en a, mais souvent, c'est tu prends les profits d'un jeu pour financer le prochain, puis tu vas prendre les profits de celui-là pour financer le prochain. Fait que s'il y en a un, s'il y en a un qui marche pas, ben ton cash flow, il est où? Ton pipeline, il est détruit. Donc c'est vraiment un truc que les petites à moyennes entreprises vont vraiment utiliser. Je pense que c'est un outil absolument idéal pour cette industrie-là. Mais en fait, la façon dont t'en parles, ça devrait être plus pour les compagnies que pour le gars qui veut faire un jeu puis qui a une idée de jeu. Là. C'est pratiquement plus approprié. On peut pas nier que c'est une bonne chose de démocratiser la création de jeux. Ah, les gens peuvent en faire sans problème. C'est ça, exact. Puis ça nous donne quand même... Oui, il y a plein de trucs qui sont pas fondés, des trucs qui sont peut-être moyens, mais il y a des petites perles quand même qu'on retrouve là-dedans qui auraient peut-être pas vu le jour par une édition traditionnelle. Fait que ça reste que pour les bonnes choses qu'amène Kickstarter, je suis pas contre là, ça. Là. Oh non, puis tu parles de ça, ça me fait penser à un truc qui existe depuis vraiment longtemps. Je sais même pas si ça existe vraiment encore, mais ça s'appelait le P500. Quoi? Le P500, c'était un projet, je sais pas si c'était par compagnie ou par distributeur ou peu importe, c'était les gens s'inscrivaient sur une liste, une genre de promesse d'achat d'un jeu qui était plus printé. Okay. S'il atteignait 500 signatures, il refaisait une réimpression du jeu. Okay. Tu sais, ça rappelle un peu qu'est-ce que tu dis, une idée d'évaluer est-ce que tu veux réimprimer des jeux ou non. Là, peut-être 500, c'est un peu, mais là, je vois sur le site de GMT, ils l'ont, tu sais, GMT, peut-être 500, c'est un nombre peut-être un peu plus respectable. GMT, c'est ça, ils sont dans le Wargame. Je sais qu'ils ont des techniques différentes là, pour l'édition. Ça passe beaucoup justement par un peu un vote du public. Là, quel jeu va se voir édité chez GMT ou pas, là, en fait. Là. Mais ça, c'est la seule compagnie que je connais qui utilise ce genre de système-là. Honnêtement, sinon les autres, c'est vraiment...
C'est en fait dans l'édition traditionnelle, ça va être les conventions qui vont donner le pouls en fait du jeu. Ouais. C'est comme ça que traditionnellement ça marche. Les conventions, on connaît le plus gros, sauf que il y en a des centaines d'autres. Il y a des foires professionnelles que le public n'a pas accès, qu'on n'entend pas parler, mais il y en a énormément. Chaque année, des distributeurs font des open house pour tous leurs clients. Mais ça, c'est dans l'industrie, on n'entend pas parler, tu sais. Fait que ça se fait déjà, ce genre de prendre le pouls un peu, mais Kickstarter amène une façon peut-être un peu plus facile, du moins plus démocratisée de faire ce même travail-là. Ben ouais, donc c'était la fin de la chronique du chef. C'était un vrai délice. J'ai bien hâte déjà. C'est un segment qui va revenir. Ça? Oh ouais, ça va revenir. Ouais, magnifique. Il reste encore beaucoup à découvrir beaucoup de choses, sous le jeu. Bon, ben avant peut-être d'aller dans le cœur du sujet, parler un peu de Gen Con, peut-être c'est le moment si des gens ont des questions en fait. Si vous en avez pas, sentez-vous pas obligé, mais si vous en avez, c'est toujours intéressant peut-être d'aller creuser un peu. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des choses à demander, mais si vous êtes gêné, c'est pas grave. On le fera une autre fois. Hein. Donc, il y a l'air d'avoir... Est-ce que ça peut être du commentaire ou de la réflexion sur la chronique qui vient de passer? Ah, ben oui. Ah, ben non, vas-y. Mais ça, je te dirais, approche-toi même si tu veux qu'on entende bien ta voix. En fait, tu parlais du Kickstarter, puis un petit peu de GMT qui faisait un peu particulier, de façon un petit peu particulière. Je sais pas si tu avais connu la période My Witty Games. Hein? Je ne pense pas, non? Okay. C'est intéressant, en fait, c'était avant vraiment que Kickstarter soit ce qu'il est aujourd'hui, que ça explose. Il y a une compagnie française, My Witty Games, qui avait proposé de l'édition communautaire. Donc, dans le fond, tous ceux qui backaient, en quelque sorte, devenaient co-éditeurs du jeu. Donc, ils envoyaient les règles à toutes ces personnes qui backaient et les gens pouvaient le tester puis proposer des modifications, des trucs comme ça. Donc, c'est beaucoup plus qu'une idée fournisseur-client, c'était une idée partenaire. Ce qui s'est un peu perdu avec Kickstarter. Puis je trouve que c'est intéressant cette idée-là. Je ne dis pas que Witty Games a bien fait ou pas bien fait, quoi que ce soit, parce qu'il y a toute une histoire autour dans laquelle je ne rentrerai pas. Mais ça, est-ce que c'est mort avec l'avenue de Kickstarter un peu, ce concept-là? J'ai l'impression, en fait, puis Kickstarter aurait pu être ça aussi, c'est-à-dire que vraiment le joueur ou la personne qui achète le jeu soit partie prenante dans le jeu. Je sais que quand on back à certains degrés, puis je pense que tu l'as vu, tu peux des fois influencer un peu le truc, genre il va y avoir un visuel avec ta face dessus, ou il va y avoir, ou tu vas choisir le nom du bar sur une carte, ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment des trucs très mineurs, esthétiques, mais vraiment un impact sur le jeu. Mais pour vrai, ça reste que il y a une des choses que Kickstarter amène, c'est la proximité entre le joueur et le créateur, en fait. Et c'est un des attraits de Kickstarter, en fait. C'est très émotionnel comme lien. On se sent attaché au projet, on le suit, on voit les commentaires de l'auteur, on suit le développement. Et généralement, les développeurs sont très réactifs sur Kickstarter. Donc, j'ai déjà vu des situations où les créateurs envoyaient des prototypes aux backers, justement, et récupéraient des commentaires. Après ça, c'est une démarche qui est personnelle au créateur. Si le créateur sent pas le besoin de faire, qui a déjà son équipe de test, qui est convaincu, il va peut-être pas nécessairement le faire, mais peut-être des équipes plus petites vont peut-être pouvoir profiter de ces gens-là enthousiastes qui veulent justement avoir ces primeurs-là, peut-être avoir la chance de l'essayer puis de donner ses commentaires. Fait qu'il y a quand même ça qui existe, mais c'est pas formel comme ça l'était là dans Witty Game. My Witty Game. C'est ça. C'est moi que ça existe encore? Non, ça semble Ah ouais, non, mais il y a eu toute une histoire. Vous irez fouiller dans les années. On t'invitera pour que tu nous parles de ça? Je ne fais pas de dossier à fond. Ça permettait surtout de faire de la bêta test sur la majorité des jeux qui étaient proposés par des créateurs. En fait, moi, ce que je vois dans le Kickstarter game, c'est la différence entre la création et la précommande. Ouais. En gros, on voit beaucoup de jeux sur les Kickstarter divers et variés. On voit c'était Kickstarter, Ulule ou comment. Et les comment, c'est vraiment la grosse différence entre un jeu qui est déjà fini, il y a toutes les règles, tout le game design qui est déjà prévu, et le jeu qui va demander potentiellement entre une année, voire 2 années à être créé. Les joueurs sont au courant, et les jeux qui sont proposés en Kickstarter qui atteignent les 100% et qui sont annulés. Ouais, ça arrive aussi. J'en ai vu certains qui vraiment étaient prometteurs.
en France, qui est vraiment le jeu. Il avait l'air d'être. Il avait été bêta testé, j'ai suivi toute la Suisse, c'était la société We Are French. Okay. C'est un échec. Qui avait fait un jeu qui a été annulé et annulé sur le Kickstarter. Après avoir réussi. En fait, c'était le Kickstarter a un peu servi pour moi. En gros, moi, quand je l'ai vu, c'est à une sorte de prise de température de l'audience et sur quels critères ils devraient se placer sur leur commande. Ouais. Okay. Fait qu'ils l'ont lancé juste pour gager, après ça ils l'ont enlevé. Ils ont fait ça, ils ont vu, on a atteint un certain niveau, il y a eu des likes, il y a eu des partages, plein de posts. Vraiment leur site était extrêmement bien fait. Vraiment, on aurait presque pu jouer au jeu comme ça. En gros, on recevait le jeu en suivant toute la démarche qu'ils avaient proposée, qui était vraiment très très bien faite. Et ils ont juste fait stop. Ok, c'est bon, on sait que vous l'attendez, et on va le sortir en boutique. En boutique, ouais, non, et en fait, traditionnelle. le Kickstarter, c'est surtout beaucoup de goodies. Oui, c'est ça, exact. Et il y a quand même une chose qui est bien, c'est que ça permet pour les gens qui achètent beaucoup de jeux de réduire quand même le coût d'un jeu. À la base, par exemple, on a toujours une sorte de ristourne sur le prix d'achat magasin. Ouais, en plus d'avoir c'est ça, les goodies, mais c'est surtout le Kickstarter sert aux goodies. Oui, exactement. Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est genre de. Ben, probablement, tu sais, il y a un problème, là. Je pense que pour un jeu de société, quand tu lances ton Kickstarter, le jeu doit être terminé, là. Quand il y a un délai de 1 an ou 2 ans à la livraison, c'est que tu sens que qu'ils utilisent le Kickstarter pour payer le développement, et ce n'est pas vraiment la raison. Tu sais, le Kickstarter est là pour financer ta production de jeu et non pas pour financer le développement du jeu. Puis, c'est l'idéal parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on en a vu, puis il y a plusieurs exemples de jeux où il n'y avait pas vraiment de game design, ils ont juste foutu des figurines, le jeu a marché, puis finalement, ils n'ont jamais réussi à créer un jeu avec ça. On a beaucoup de Kickstarter qui sert à la traduction. La traduction, ça se fait pas en instantané. Non, exactement. Non, il y a un délai aussi tout le temps. Qui peut être relativement long. Des fois, ça peut être vraiment très long. Ouais, moi, je le vois par rapport à des jeux américains qui doivent sortir en France et qui ne sortent jamais en fait. Ah ouais, ça arrive. Ils ne sortent jamais parce qu'ils ne sont jamais traduits. Exact. Parce que le marché américain est différent quand même. Est vraiment différent de celui en France. Absolument. Même si on a des très bons créateurs de jeux en Allemagne, en Belgique, qui sont traduits dans beaucoup de langues, parce que eux ils savent qu'ils ont une part de marché et on sait à quoi s'attendre. La mécanique de jeu peut être hyper intéressante et novatrice. Exactement, mais c'est un peu le travail des distributeurs en fait d'aller repérer ces jeux-là puis de les traduire. Mais s'ils pensent que ça répond pas aux besoins de leur public, ben ils le feront pas tout simplement. Puis il y a comme un peu deux façons de faire, c'est-à-dire qu'il y a la façon en amont, c'est-à-dire que tu vois un jeu qui va être édité il va sortir dans 1 an, en tant que distributeur. Ben, tu peux dire, OK, on va tout de suite, on va signer un contrat, puis on va faire la traduction simultanément à la production du jeu. Et là, ça arrive des situations où tu vas sortir les 2 langues quasiment en même temps. Mais ce qui arrive souvent, c'est que le jeu va sortir, il y a un buzz, là, les distributeurs font comme, hey, il faudrait qu'on l'aille, on va le signer, là, 1 an après, le jeu il sort. Mais il y a beaucoup de délais. Puis on peut le voir au Québec, c'est la même chose. Hein. Des fois, des jeux qui sortent au Québec, puis c'est comme, le jeu est sorti il y a 3 ans, là, il est pas nouveau. Là. Puis là, il est comme dans tous nos concours de jeux, ça c'est la nouveauté. Mais il est sorti il y a 3 ans, tu sais. Mais oui, c'est la nouveauté parce qu'il vient d'être fait en français. Des fois, ça prend du temps. Là. Des fois, 3 ans après que le jeu soit sorti, il y a une compagnie qui dit on va l'éditer finalement. OK. Mais oui, il y a ce rapport à la traduction qui cause des problèmes. Puis en Europe, la face, c'est que généralement, les compagnies vont imprimer le jeu en 6 langues d'un coup. Parce que la proximité de tous les pays font en sorte qu'ils n'ont pas le choix d'ouvrir le marché le plus possible, puis ils vont le prévoir français, anglais, espagnol, néerlandais, whatever, ils vont sortir 6 langues. Par contre, la tradition chez les Américains, c'est on sort notre jeu en anglais, on sort notre jeu en anglais, on veut pas d'autres langues dans notre jeu.
vos langues de marde, vous les gardez pour l'Europe. Nous, on a un jeu en anglais puis vous faites vos traductions. Mais en plus, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les jeux européens, ils vont limiter l'utilisation de texte sur leur matériel, alors que les Américains, ils vont mettre beaucoup de texte sur leurs cartes. Donc ça rajoute un... Mais c'est typique un peu au type de jeu, hein. Les jeux américains, c'est souvent des jeux de cartes avec des combats avec beaucoup de texte, alors que les jeux européens, c'est souvent des jeux plus streamlinés au niveau des règles, plus simples. Donc oui, ça vient dans les types de jeux que les communautés créent, mais après ça, on s'entend que des jeux américains sont créés en Europe et des jeux aux États-Unis maintenant. Absolument. C'est quand même une généralisation. Sentez-vous pas attaquer si tu joues à des jeux européens que tu textes dessus. Mais en fait, moi je pense, là on a parlé de l'industrie de Kickstarter, des sujets lourds et graves pour le petit peuple, les mortels. Non, mais je dis pas ça de façon... parce que moi, ce qui m'intéresse au final, c'est je ne veux pas que les gens qui achètent des jeux sur Kickstarter se fassent avoir et aient qu'ils soient tristes de leur expérience. Parce qu'il y a quand même un intérêt là-dedans. Mon conseil pour terminer ça, qui est toujours le même, si le jeu n'a pas de règles et de sortie en PDF, en fait, Kickstarter-le pas. Lisez les règles, prenez le temps de les lire. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est bien fait? Mais s'il n'y a pas les règles, c'est souvent que le développement n'est pas terminé. Généralement, ça te montre que... Exact. Et je dirais, faites aussi attention au jeu qu'il y a des stretch goals qui vont rajouter beaucoup de nouvelles choses comme des mécaniques, des nouvelles extensions, des choses comme ça. Souvent quand on upgrade le matériel, c'est bon, mais quand on va rajouter des mécaniques, c'est sûr que celles-là n'existent pas exactement, sont pas complètes. Là, donc, faites attention à ça, c'est le genre de choses qui va retarder un projet d'un an, parce que si le projet atteint 4 nouvelles extensions, 4 nouvelles extensions, il faut les faire. Là. Généralement, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait, ils ont pensé, mais ils n'ont pas testé, ils n'ont pas écrit tout le scénario. Donc, soyez prudents avec ça. Bon, on arrive maintenant dans le cœur du sujet. C'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Gen Con? Ouais, sauf que là, les gens qui écoutaient l'épisode pour avoir les jeux de Gen Con, en fait, vous auriez dû skipper à comme 38 minutes ou je sais pas trop, quelque chose de même. Mais bon, merci d'être encore là si vous êtes encore là. Gen Con, c'est quoi Gen Con? C'est quoi ça, le Gen Con? C'est une question? Ok, non, c'est bon. Gen Con, c'est une des plus grosses conventions de jeux au monde, de jeux de société, aux États-Unis. Il n'y a pas juste de jeux de société, on s'entend. Non, il y a un peu de tout, sauf que c'est principalement des jeux de société qui vont sortir là. Pendant plusieurs années, c'était le moment où tous les jeux nord-américains sortaient pratiquement. Là, on note que cette année, il y a seulement 300 nouveaux jeux qui ont été annoncés. Tu sais, on est comme, ok, c'est-tu vraiment beaucoup? C'est pas tant que ça, tu sais. Je veux pas être déçu par rapport à Gen Con, mais est-ce que tu penses que c'est juste que les jeux sortent un peu plus tout le temps maintenant, puis qu'il va plus avoir de gros releases, même à SN, on va assister un peu au même phénomène? Mais je pense que avant Gen Con était l'endroit pour faire ça. Maintenant, je pense que les compagnies ne se concentrent plus juste sur Gen Con, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres des conventions assez grosses qui génèrent beaucoup de personnes. On pense à évidemment, SN, c'en est un autre gros qui est assez majeur, mais SN, Cannes, Origin, c'est toutes des conventions qui ont quand même qui attirent vraiment beaucoup de monde. Et dans ce genre de convention-là, tu veux sortir tes nouveautés. Fait que il y aura plus. Il n'y a peut-être plus cette exclusivité-là que toutes les nouveautés sortent à Gen Con. Puis c'est peut-être un petit peu plus éparpillé dans l'année maintenant. C'est quand même 300 jeux. Comment tu t'y prends pour filtrer 300 jeux puis voir qu'est-ce que tu vas nous parler? Parce que là, on ne parlera pas de 300 jeux, bien entendu. On va parler peut-être d'une dizaine de jeux. J'enlève toutes les extensions pour le moment. Ah, t'enlèves toutes les extensions? Ah, toi, c'est out direct. Ok, c'est bon. C'est pas intéressant. Ok, c'est pas intéressant. Non, mais... Ok, c'est bon. Le gars qui nous parle comme le seul nouveau jeu qu'il a joué, c'est l'extension de Terraforming Mars. Et là, non, moi j'enlève tout ça. Non, mais moi je suis intéressé à avoir les nouveaux jeux. C'est sûr qu'une nouvelle extension, ça peut être intéressant, surtout un jeu que tu as beaucoup aimé, que tu joues beaucoup, que tu veux l'essayer, mais pour moi c'est vraiment plus niché. Donc, déjà à la base, je regarde pas trop ça. Après ça, c'est sûr que je vais regarder les grosses compagnies, les compagnies dont j'apprécie particulièrement leurs jeux. Je vais regarder aussi les auteurs que j'apprécie particulièrement, les gros auteurs connus, reconnus, qui sortent des gros jeux. Puis après ça, je vais avec ce qui est hypé, qu'est-ce qui est dans les tops, les gens regardent. Board Game Geek reste une excellente référence là, pour faire la recherche un petit peu à ce niveau-là. Donc c'est un peu ça, là, en gros, c'est sûr que après ça, c'est un peu de feeling, c'est un peu la couverture
couverture m'attire-tu ou elle m'attire pas. Il y a un Belle peu thématique. c'est ça. Un peu, des fois, c'est juste l'attrait, la couverture m'attire, je vais le regarder. Si elle m'attire pas, je vais peut-être moins le regarder. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de me baser quand même sur des trucs concrets comme les compagnies puis les auteurs. Parfait, donc on va commencer en rafale là, avec quelques jeux qu'on a notés, mais qui sont pas une fois dans notre top 5. Là. Rapidement, parce que le temps file et tout ça. Si Jimmy était là, il serait pas content. Feu Jimmy, j'espère qu'il est pas... qu'il s'est pas fait tuer. Ça va bien, hein? Ça fait longtemps qu'on est pas. C'est clair. Donc, si vous voyez Jimmy, dites-lui de nous appeler. Donc, JF, est-ce que t'as spoté, toi? On parlera de Jimmy. On parlera du nouveau jeu du Docteur. Oh, le Docteur! Ça, c'est un suspect potentiel, d'ailleurs. Docteur. Oui, exactement. Le jeu du Docteur! Son jeu s'appelle Blue Lagoon. C'est un petit jeu de set collection et de contrôle de territoire. Chaque joueur va, dans le fond, contrôler un groupe de settlers et ils vont essayer d'aller conquérir les différentes îles de la péninsule en découvrant, en construisant des bâtiments, en découvrant des ressources, tout ça. J'ai peu d'informations sur les mécaniques à part que ça va être du contrôle des territoires et cette collection, mais superbe jeu, tu sais, l'esthétique a l'air super bien, ça a l'air beau, puis tu sais, c'est un docteur, c'est-à-dire que les règles vont être simples, mais ça va être fluide, puis il va y avoir de la stratégie, on le sait. C'est quand même la réputation du docteur, là. Il fait pas de la merde quand même. Ben non, le Docteur, il fait pas de la merde, c'est clair, le Docteur, dis pas ça. Magnifique, donc le Docteur, là, Kenny Dia, qui continuera de faire des jeux, même après sa mort, je suis convaincu qu'il y a des centaines de cahiers déjà remplis de jeux. Ils vont éditer des jeux de lui jusqu'en l'an 2650. Mais moi, je vais commencer par une extension, en fait, c'est Terraforming Mars, Prélude. Donc on voit la foule s'emballe et tout ça. C'est je crois une mini-extension, parce que dans le fond, ça va augmenter la phase de setup du jeu. Ben pas de setup, mais un peu de mise en place d'entreprise. Donc, tu vas faire un peu des choix de démarrage d'entreprise, des nouvelles corporations. C'est comme une mini-phase de jeu qui a été ajoutée au début du jeu. Donc, ça a l'air super cool, pas une grosse extension. C'est ce que j'aime de ça, ce que j'avais aimé de Hélas et Elysium. Là. Dans le fond, c'était des extensions simples qui n'ajoutaient pas trop de règles. Donc, c'est ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Terraforming Mars Prélude. Ok, moi je vais continuer avec un jeu qui s'appelle Chronicle of a Crime. Oh, le jeu en VR! Le jeu en VR! Exact, ben c'est d'ailleurs le prophète, hein? On l'a pas appelé comme ça, mais je pense qu'on devrait. Oh, ça va être son nouveau nom, et pas le pimp? Non, c'est son vrai nom, hein. Tu sais qu'on l'appelle comme ça, qu'il y a des photos de lui au Randolph, on donne des... tu sais, on fait des offrandes, photos, tout ça. Ok, ok, le prophète. Le prophète. Le prophète pimp, Pierre Poisson-Marquis. Exact. C'est lui qui nous en avait parlé, d'ailleurs... au Jab cette année, j'avais vu ce jeu. Ça en fait, les gens jouaient. Les gens jouaient. Et en fait, j'avais vu le jeu en proto. Ça avait l'air cheap, ça avait l'air de la merde, je sais pas sûr. Mais il nous en a parlé, il l'a vanté un peu. Donc, c'est le jeu, de détective dans lequel on va avoir des genres de petites lunettes qu'on va mettre sur notre cellulaire directement. Donc, un jeu qui va demander une application et qui va nous donner de l'information. En fait, tu regardes la pièce du crime, dans le fond. Fait que tu mets les lunettes, ça te fait un truc de réalité réalité virtuelle, en fait, et tu vas regarder la pièce. Donc, mais tes lunettes vont vraiment s'accrocher sur ton cellulaire. Fait que ça va être ton cellulaire qui va regarder. Tu tiens ça avec une espèce de truc, fait que tu regardes dans ton écran de cellulaire et tu as accès. Tu sais, Google avait sorti emmener des lunettes en carton qui te permettaient de faire des trucs de réalité virtuelle avec ça. Eux, ils ont utilisé le même principe, donc tu vas regarder avec tes lunettes et essayer de trouver des indices. Les indices vont te référer à des chiffres sur des cartes. Donc, c'est vraiment une intégration double. C'est pas juste un jeu de cellulaire qui se vend dans une boîte. Là. Il y a vraiment comme tout un jeu derrière ça. Et je pense qu'il y a plusieurs enquêtes aussi. Là. Oui, absolument. Donc, un genre d'escape room enquête. Hein, ça, c'est une tendance forte. Il y en a plusieurs cette année, on dirait. Il y en a plusieurs. Le profil ludique enquête et déduction va prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années. En fait, je crois que c'est déduction et enquête, si on veut bien le dire. Hein. Mais d'ailleurs, on va continuer avec une autre extension, mais extension plus ou moins officielle, c'est les nouveaux Exit. Exit, les escape games. Oh! Change de jeu. Oh, divulgateur. C'était pas barré, ça, la liste. Ok, alors on a eu un petit conflit. C'est encore une fois à cause que Jimmy est pas là. Pauvre Jimmy. Je pensais que t'avais pas ça, les extensions, que t'as mis ça dans ton top 5. C'est pas des extensions. Ok, c'est bon. On va y aller avec Coimbra. Coimbra, qui est le nouveau jeu de Eggerspiel. En fait, Eggerspiel qui appartient maintenant à Plan B.
Et bien entendu, on a eu la chance de l'essayer déjà, Coimbra. Donc c'était pour ça. Alors, sûr que c'était une partie un peu non officielle, là, mais on a quand même joué. On a joué une partie presque complète. On est plus que t'as joué, je pense. Ouais, on était dans une soirée, on était un peu sous, puis là, une soirée mondaine, on veut pas trop se vanter, c'était en tout cas, on rentre pas dans les détails. Pas bien parti. Non, on arrête là. Moi, j'ai juste dit qu'on a joué une partie, là, c'était comme, on a joué une game. On l'a vu, c'était quoi? Ça avait l'air le fun, du gros jeu euro, assez lourd. C'était cool. Le jeu, il est beau quand même, aussi l'esthétique est intéressante. Puis ça part d'une thématique un peu spéciale, là, où c'est une ville d'explorateurs, en fait. Ouais, c'est 15e, 16e siècle, en fait, une ville au Portugal, donc Coimbra, qui est une ville qui existe, qui s'est conçue d'une façon un peu spéciale. Et on va revivre un peu la création de cette ville-là là, à travers le jeu. C'est une ville aussi très commerciale, mais qui avait beaucoup de voyageurs, d'explorateurs qui étaient là aussi. Absolument. Donc c'est un peu cette thématique-là, un peu spéciale, mais c'est très, très euro, plusieurs façons de faire des points de victoire, évidemment, plusieurs options stratégiques. Donc assez intéressant quand même là, dans la nouveauté. Moi, je peux pas parler d'un jeu que j'ai jamais joué, mais que j'ai tellement hâte d'essayer. Surtout que c'est Restoration Game et Rob Davio qui est derrière ça. C'est évidemment la réédition de Fireball Island. Alors, ce classique jeu jouet un peu où on va être sur une île, on va essayer de... Penses-tu que c'est vraiment bon ou ils ont juste fait un rip-off d'un jeu de merde puis ils ont misé sur la nostalgie des gens? Là? Moi, je pense que c'est vraiment bon. Le public a pas l'air convaincu. Est convaincu que c'est de la merde, mais bon... Le public n'est pas convaincu, mais... Hey, c'est Restoration Game, ils ont juste fait des bonnes rééditions jusqu'à maintenant. Là. Moi, je suis confiant. Ça reste que... Oui, c'est nostalgique, mais j'ai jamais joué au bout du compte. Il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Je suis juste excité. Là. La traite du rétro. Ah ouais, très rétro, mais rebrandé. Ils vont sortir genre 3 extensions en même temps avec un bateau, tout ça. Toi, je jouais, là, je veux dire, il y a des raisons d'être excité. Là. Ouais, non, mais moi je suis juste, je suis comme, j'ai vu les prix, tout ça, si je le vois, tu peux être sûr, je vais jouer, là, mais pour l'instant, je suis comme, ok, ça a l'air correct. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis sur le pied sur la pédale de frein, comme on dit. En fait, sur le frein, hein. Donc, c'est ça. Comme tu veux. Vous connaissez pas ça, cette expression-là? Je pensais que c'était une expression française, donc, le pied sur la pédale du frein. Donc, GF, t'as-tu d'autres jeux, toi? Parce que moi, j'étais prêt à passer. Ouais, mais tu sais, je me disais, tu sais, comme on veut y aller dynamique et tout, puis on veut avoir le temps pour notre petit segment spécial. Je t'en laisse t'en donner un petit dernier, peut-être? Ok. Ben, écoute, vite, mettons la réédition de Brass qui... On fait pas d'extension, mais des rééditions. Je m'excuse. Ok. Non, mais un jeu que je veux parler qui s'appelle City of Gear. City of Gear est un jeu qui est sorti en 2012, mais chez Game Crafter. Oh, Game Crafter, un truc qu'on parle pas assez souvent. Exact. Mais que Game Crafter est un site là, où tu peux en fait créer ton jeu. C'est un site qui te permet là, d'aller chercher tous les outils pour créer ton jeu, l'envoyer à eux et eux ils vont l'imprimer. Donc c'est une autre façon un peu faire de l'indie. La si on veut. vraie démocratisation du jeu. Un peu d'une certaine façon. Et Game Crafter organise assez régulièrement des concours de jeux. Et en 2012, Chris Leder, qui est un Américain qui a gagné le concours pour son jeu City of Gear. Et 2 ans après qu'il ait gagné ce concours-là, il aurait signé un contrat d'édition chez Arkham Wonder. Et par contre, Arkham Wonder, c'était une époque où il sortait vraiment beaucoup de jeux et des gros jeux, quand même, des gros noms. Et à chaque fois, il repoussait un peu la date, de sortie de ce jeu-là, jusqu'à un point où les deux, en fait, l'auteur et la compagnie se sont dit « Ouais, c'est peut-être pas l'idéal, finalement, de sortir notre jeu, ça va peut-être pas rendre justice à ce jeu-là. » Donc, ils ont décidé d'annuler le contrat et de ne pas l'éditer. Finalement, en 2017, il y a un auteur canadien qui s'appelle Daryl Andrews qui a rencontré l'auteur Chris Leder et qui avait beaucoup aimé son jeu, qui l'avait joué beaucoup et qui a décidé de un peu repartir le projet. Il a amené des nouvelles mécaniques, ils sont retournés sur les planches à dessin un peu, ils ont
ils ont retravaillé le jeu. Et dès Origin 2017, ils sont arrivés avec ce projet-là chez Grey Fox Game et le jeu se voit maintenant officiellement édité. Là, c'est vrai, on va le voir sortir à Gen Con officiellement. Donc un projet de 2012 qui a traîné, qui a évolué à travers les années, qui a passé un peu entre les mains de plusieurs éditeurs, qui là se retrouve enfin sur un marché. Je trouvais super intéressant de voir cette démarche-là que oui, tu peux sortir un jeu chez GameCrafter, puis finir par faire ta place un peu dans l'industrie. C'est un auteur qui a quand même sorti d'autres jeux aussi, puis qui a un peu évolué avec ça. Donc c'est quand même un beau plongeon, si on veut, à la création de jeux, les concours que c'est cool, c'est intéressant de voir ça. GameCrafter, hein, sont intéressants. On va en parler un petit peu plus dans le futur, mais c'est le fun. J'ai souvent imprimé là, puis je trouve que ça marche très bien. Exact. Tu mets ton jeu en vente sur leur boutique. Ça reste que tu vois que mettons, qualité professionnelle pas tout à fait là. Tu peux voir que peut-être l'impression va être un peu décalée ou ce sera pas nécessairement la qualité que tu vas avoir quand tu le mets sur le marché, mais ça peut te permettre d'avoir des qualités, des prototypes de qualité que tu vas envoyer à des reviewers, tout ça pour de la promo là, avant une édition formelle. Là. Ouais, puis une chose aussi, c'est que vraiment la qualité elle s'améliore constamment. En fait, okay. Dans les 8 dernières années, on voit une progression marquée sur la qualité de leurs pièces, le nombre de pièces qu'ils ont, le type de choses que tu peux faire. C'est vraiment cool. Là, on arrive maintenant au top 5, mais avant tout, il y aurait peut-être un petit ça ou ça. Là, on peut pas Sans respect, l'amour est perdu. Sans entretien, l'amour est ennuyé. Sans honnêteté, l'amour est triste. Et sans confiance, l'amour est instable. Ça ou ça, édition romance. Avec qui passerez-vous la prochaine soirée? Là, on peut pas faire l'édition romance, par exemple. Ouais, non, c'est touché. Maintenant, t'es en couple et tout ça, donc là, c'est plus... on ne cherche plus l'âme sœur. On cherche plus l'âme sœur, on cherche autre chose. On va chercher à te mettre dans des situations délicates. Mais j'ai aussi un commentaire qu'on m'a dit que c'était un peu vulgaire, des fois. Donc, on va essayer de le faire pas trop vulgaire et pas romance, mais un choix difficile pour toi. Donc j'ai pensé à t'aimerais mieux jouer dans une journée comme aujourd'hui, donc où il fait 30 degrés, extrêmement chaud, à l'extérieur dans un parc sous un petit parasol, mais ils vendent pas, hein, donc il n'y a pas de souci pour le jeu, mais tu as un tout petit parasol avec 5 enfants et leur faire jouer Terraforming Mars. Donc ça c'est le premier choix. Donc non mais tu sais il y a pas 5 enfants dans un parc, donc déjà jouer à un jeu de société dans un parc, c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est une très mauvaise idée absolument, mais t'as pas le choix en fait. T'es animateur de 40 jours, puis là c'est ça l'activité. Comme le seul jeu que j'ai, c'est évidemment Terraforming Mars. Absolument. Genre 12 ans et plus là. Ouais, 12 ans et plus, des enfants d'à peu près 11 ans. Ils peuvent le comprendre, ok? Donc ça c'est la première étape, premier choix. En fait, deuxième choix c'est dans un club, tu sais les clubs où les gens vont danser et chanter. Ça existe encore? Les clubs, il y en existe un ou deux encore, okay. Là, on peut dire, là, dans un club, en tout cas, tu vois le genre de place. Peut-être ça arrive sud ou ça arrive nord. Lovers, genre. Hein? Le Lovers, non pas le Lovers, un club où il y a un peu plus de musique forte, tu sais, où la bass fait boum boum, ça va dans tes oreilles. Le fuzzy, ça c'est beau. Ah, ça existe plus, mais dans son hype. Le fuzzy dans son hype, sur le bar en fait, jouer à Twilight Imperium, pas Twilight Imperium, Twilight Struggle, avec le barman, qui connaît les règles. Mais tu sais, il fait quand même sa job, là. C'est le fuzzy, c'est prime time, samedi soir, les gens commandent des drinks tout le long, il y a de l'alcool qui se renverse sur le board, pis tout. Ok, est-ce que là, Terraforming Mars joue avec eux là? Ils sont 5. Ouais, fait que je peux pas en jouer. Tu peux checker. Mais en fait, faut que tu t'assures que ça se joue. Fait qu'en fait, tu joues comme 5 parties en même temps contre toi-même, mais à travers un enfant. Parce que j'ai choisi les moves pour tout le monde. Mais tu sais, t'es parce que tu veux que ça roule. T'es comme, tu devrais juste cette carte-là. Puis là, non, je veux jouer elle. Puis il la joue là, il peut pas. Puis là, c'est comme ça tire. Puis il y en a qui ont chaud, il y en a qui veulent aller aux toilettes, il y en a qui sont rendus dans le parc. Faut que t'es comptes tout le temps. Aussi, les enfants, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Faut que t'es comptes à peu près. Non, mais c'est le truc, là. Tu dis go pis compte. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il faut qu'ils soient rodés. Ouais, ben. Sont-ils dressés, ces enfants-là? Ben là, tu sais, si j'ai fait jouer à Terraforming Mars, il faut minimalement dresser, là. Minimalement. Puis le barman, il sait jouer. Il sait jouer, sauf que. Tu sais, il est un peu lent. C'est un peu lent, en plus de faire sa job. Ouais, mais tu sais, il fait des moves bizarres des fois, mais tu sais, emmené, il est comme il stand puis il joue une carte, puis là, des fois, c'est pas si bon que ça.
Mais je pense que je vais aller pour ça. Ah ouais, dans le club? Ouais, dans le club. Il y a du monde qui se frotte sur toi parce que le dance floor il est vraiment plein pis ça va jusqu'au Pas bord. rajouter des choses après que j'ai tout le monde, il y a du monde qui se frotte. Tu peux pas changer Je veux juste le mettre un peu dedans, là. Tu sais, voir un peu jusqu'où on peut pousser ça, là, tu sais. Non, mais. Toi, struggle, s'il s'en crisse un peu, on finit ça, on close ça en 1h30. Oh non, je l'éclate, c'est réglé, je me fous chez nous, c'est fini. sûr que ça dure au moins 4 heures. Tu peux pas rajouter des contraintes après Non, mais une game de Twilight Struggle, ça va durer le même nombre de temps qu'habituellement, peut-être un peu plus. Mais non, mais ça peut prendre 1h30, là. Ok, c'est bon. Ben non, t'as fait ton choix. Ouais, du moins, c'est ce que je me dis. Donc, après ça, si ça va entre 1h30 ou 4 je comprends heures, l'attrait de te faire frotter dans le dos pis tout par du monde qui danse. C'est un plus, effectivement. J'aurais pas dû rajouter ça. Donc c'était ça ou ça, édition jeu. Est-ce que c'est de retour? Peut-être. Seul le temps nous le dira. Top 5? Fais ça en beauté. On va rapper ça en 1h45 peut-être. Ouais, à peu près, 1h45. Donc, top 5 des jeux qu'on attend à Gen Con. Top 5. Alors, mon numéro 5 est le jeu qui s'intitule Detective Modern Crime Board Game. Ouh! Je l'ai choisi principalement parce que c'est le nouveau jeu co-créé par Ignacy Trzewiczek de la compagnie Portal Game, un jeu d'enquête coopératif où l'on devra utiliser de la technologie moderne, l'utilisation d'une base de données et la base de données online Antaras. Database, je sais pas trop c'est quoi. Mais, c'est un truc en ligne, si j'ai bien compris. C'est un truc en ligne, exactement. Tu vas interagir avec un genre de portail, dans le fond, mais de base de données, où tu vas pouvoir faire des recherches sur les crimes. Donc, tu sais, la prémisse du jeu, c'est d'intégrer les technologies modernes, mais d'intégrer peut-être même... J'avais comme l'impression de devoir aller sur des sites web, tout ça, de sortir un peu du cadre du jeu, puis d'utiliser les outils là, qu'on connaît. Donc, on sait, les Polonais sont tellement innovants. C'est ça. Ignacy Trzewiczek, on le connaît pour quand même là, repousser un peu les limites, puis avoir des jeux assez particuliers. Donc, je pense que c'est... Ouais, j'ai bien hâte à ça. Juste pour ça, juste pour comme, ce que ça promet, pour voir l'innovation qui est dans ce jeu-là, c'est mon numéro 5. Mon numéro 5, il s'agit du jeu My Little Sight. Ben non! C'est sûr que non! Je vous garantis, la page est ouverte, tu le vois. T'as-tu vendu ton jeu, finalement? J'ai pas encore vendu Sight, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont toujours intéressés à acheter Sight, c'est une belle prise, hein? Il est presque neuf, on vend ça à un prix très respectable. Arrivez-moi avec un prix que vous trouvez en boutique, puis on va déduire 25%, il a été joué 2 fois seulement, et on a tout signé à l'intérieur aussi, donc ça fait peut-être augmenter la valeur du jeu. De 25%. Ah non, c'est pas vrai, on n'a pas signé à l'intérieur, il est tout clean. Ben oui, My Little Sight, en fait, j'étais tellement excité de voir ça, j'étais comme, oh oui, ça va être beau. En plus, le jeu, il est magnifique, les figurines, c'est genre des petits toutous, ça a l'air vraiment beau, des petits lapins, des petits tigres, c'est vraiment cute, puis tout ça. J'ai vraiment hâte de jouer, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Tu sais, je pense que ma haine pour Sight a été un peu amplifiée là, aux yeux des gens. C'est pas un jeu que je déteste à 100%, mais My Little Sight, s'ils prennent l'idée de Sight, ils le mettent en 1 heure et ils font juste un peu simplifier la chose. Wow! S'ils vont chercher la même ergonomie, s'ils vont chercher la même façon de bâtir ton empire numéro 1, en fait, j'adore ce côté-là de Sight, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Donc oui, effectivement, c'était pas un mensonge. Mon numéro 5, c'est My Little Sight. Très hâte de voir ça. Numéro 4. Ah, mon numéro 4 a presque été spoilé tantôt. C'est pas des extensions, c'est la suite de la série Exit. Donc, c'est deux nouveaux jeux Exit qui ont été annoncés, de Sunken Treasure et Dead Man on the Orient Express. D'ailleurs, je pense que l'Orient Express, ça va être le premier qui va être comme raté 2/5 de difficulté. Parce que maintenant... un facile. Ouais, un des plus faciles que j'ai vu. Il faut dire que la première série, il n'avait pas commencé à les annoter un peu.
Deuxième série, on a commencé à le voir, mais c'était 3 ou 4 la difficulté. Donc, c'est le premier, bon, officiellement annoncé comme une difficulté 2. Peut-être plus facile pour débuter cette aventure. Parce que ça reste des jeux quand même pas si faciles que ça à réussir, mais c'est toujours excité de voir les nouvelles sorties. Sortez vos ciseaux, vos crayons, on va brûler des jeux. Du scotch tape. Du scotch tape, c'est toujours pratique. Mon numéro 4, en fait, je sais même pas vraiment si ça compte, parce que là, le jeu, il vient comme de sortir ici, ou il est en train de sortir, mais en même temps, je sais qu'il va y avoir un genre de release à Gen Con en même temps. C'est le jeu Welcome To, que d'ailleurs, j'ai eu la chance d'essayer, et que je remettrai probablement dans mon choix numéro 4 aussi. Un jeu d'écriture, là, donc un genre de Yahtzee / bingo, avec des cartes super bien faites. On va construire une ville, on va tout placer les mêmes chiffres un peu aux mêmes places. Ça me rappelle beaucoup Streams. On construit une banlieue, on s'entend là. Ah oui, tu construis une banlieue. Puis oui, il y a cette mécanique de stream de devoir placer des chiffres, mais un peu dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant, super bien fait. D'ailleurs, le ludologue le sort de sa poche directement. Ouais, c'est un jeu qui est assez petit. Grosse exclusivité. Faut dire que le ludologue a des grosses poches. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 tombe bien, c'est le 3e dans la série des Forbidden de l'auteur réputé Matt Leacock, et c'est son nouveau Forbidden Sky qui est, Matt Leacock connu principalement pour Pandémie, mais il a sorti Forbidden Island, Forbidden Desert et maintenant le 3e de la série, Forbidden Sky. Je trouve que c'est des beaux petits jeux de coopératifs. Oui, il reprend tout le temps un peu les mêmes mécaniques, le même système, mais les jeux sont quand même assez différents l'un de l'autre. Donc, autant dans la thématique. Ben dans la thématique, tu vois, il prend un peu le même terme, mais ce que je voulais dire, c'est que, mettons, dans le premier Forbidden Island, on va retirer des tuiles du plateau. Dans Forbidden Desert, on va on va déplacer les tuiles, puis dans Forbidden Sky, on va ajouter des nouvelles tuiles. Okay, cool. Donc, c'est un peu, je trouve que c'est une belle suite esthétique, je trouve que les jeux, ils marchent bien, c'est du coopératif, mais assez accessible, des bons jeux, généralement, un peu d'introduction aux jeux de société, de stratégie, mais aussi aux jeux coopératifs. Donc moi, je suis fan de cette série-là. J'étais bien excité de voir ce nouveau segment-là de Matt Leacock. Oh oui, ben oui, c'est bien cool ça. Mon numéro 3. Alors, on vient de se faire annoncer qu'il faut pas aller au numéro 3 tout de suite. Donc, c'est toujours bon d'avoir ça. Numéro 2. Alors, mon numéro 2. Mon numéro 2 s'appelle... Oh non, GF, t'as pas été là. The Thunders of Gloomhaven. Oh! GF! Alors, sa haine de Gloomhaven a vraiment été amplifiée aux yeux du public. Ouais, je pense que oui aussi, exactement. On est un peu la même problématique, mais Thunders of Gloomhaven donc s'inspire de la thématique, mais se situerait quelques années avant le jeu, donc Gloomhaven. Et on parle pas d'un chaos de jeu de combat inutile, on parle d'un jeu de construction de ville, tabarnouche. Un jeu de construction de ville et de gestion de ressources, d'industrie qui m'a l'air, ma foi, magnifique. Donc, je pense que ça peut t'intéresser si t'as pas regardé ça pour vrai, sinon. Je suis vraiment intéressé pour de vrai. Je niaisais avec ça, mais... Un système de création de ressources un peu coopératif où des fois, il faut leur mettre en commun nos machines pour créer des ressources meilleures. Et en fait, il y a comme 3 paliers de ressources. Il y a les de base, les moyennes, puis les plus rares. tiers. C'est ça. Et ça va te prendre des ressources du premier niveau pour en créer du deuxième, du deuxième niveau pour en créer des troisièmes. Puis il y a vraiment un beau système là, de rétribution des points de victoire par rapport à qui fournit les ressources dans le but d'en créer une nouvelle. Donc je trouve que ça a l'air vraiment magnifique. Ça a l'air de avoir aucun rapport avec Gloomhaven. C'est juste, on utilise la franchise. On utilise la franchise parce qu'il est inutilement numéro 1 sur Board Game Geek. Fait qu'on va profiter du buzz quand même, mais quand même ça a l'air hautement supérieur comme jeu, Thunders of Gloomhaven. Mais d'ailleurs, on a une partie là, de prévue là, bientôt. Là. Donc, oui, c'est un autre jeu qui a été kickstarté, qui a commencé à être livré, je pense, mais qui sort officiellement à la Gen Con. Absolument. En fait, on est rendu à mon numéro 2. Mon numéro 2, il s'agit du jeu Before There Were Stars. What? Ouais, exact. J'ai réellement, en fait,
aucune idée c'est quoi. J'ai regardé un peu, j'ai essayé de comprendre le plus possible. C'est un jeu de storytelling dans lequel tu vas rouler des dés et dans le fond, l'histoire c'est tout le temps un peu le même concept, c'est que tu crées une civilisation. Donc en fait, tu vas même au-delà de ça, tu vas créer une espèce de genèse de cette civilisation-là, expliquée à travers les constellations. Donc, j'imagine, là, de ce que je vois du jeu, tu as des espèces de cartes avec des constellations, avec des dés dessus, que tu vas placer les dés sur les cartes pour remplir les espaces disponibles et créer l'histoire à partir de là. Donc, mettons le cerf ou le cheval, là, tu vas compléter cette constellation-là en mettant des dés dessus et rajouter ça dans l'histoire. Bon, là, ça a l'air vraiment fucké quand je l'explique de même, parce que moi-même, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça a l'air d'un beau jeu de storytelling bien construit, avec juste la bonne mécanique qu'il faut, et là, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que j'ai aucunement joué, mais de ce que j'ai lu de ça, des quelques critiques qu'il y avait... Dreams! Non, c'est vrai que l'esthétique ressemble au jeu de Dreams, qui est un jeu vraiment terrible. On dirait que c'est le même matériel, en fait. Mais ça a l'air vraiment intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Les jeux de storytelling, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Donc, Before There Were Stars. Numéro 1. Alors, mon numéro 1 était le numéro 3 de Simon. Oui. Et c'est la suite. La suite de Century, et donc Century Eastern Wonders. Emerson Matsuuchi, Plan B Games. Yes. Alors, on attend depuis longtemps, on en a déjà parlé un petit peu, c'est un jeu dans la lignée donc thématique avec Century Spice Road. Oui, prends les livres. Exact, et là on est dans un jeu avec un plateau, avec du pick-up and delivery, donc super intéressant. C'est aussi, tu sais, on attendait le deuxième, on attend aussi le troisième pour voir là, comment les jeux se mixent ensemble, là, parce que... Ça c'est unique, Qu'on s'est fait dire, c'est que c'est une trilogie. C'est une trilogie que tu vas pouvoir mixer ensemble et qui va donner des jeux quand même assez différents. Ouais, tu vas pouvoir mixer tout ensemble, fait que tu peux mixer les trois ensemble, tu peux mixer le 1 puis le 3 ensemble, le 2 puis le 1 ensemble, le 2 puis le 3 ensemble, fait que c'est... Oh. Quel défi de design. Le troisième n'est pas encore sorti. On va pouvoir d'ailleurs essayer les deux premiers ensemble, voir quelle différence ça amène, de jouer aussi solo pour voir à quel point les mécaniques et à quel point le jeu se tient changent. Parce qu'on s'est fait dire que c'est pas juste on les mixe ensemble puis c'est plus. C'est une expérience différente. Je vois que t'es très large hein, sur ta notion d'extension. Hein. Mais c'est pas une extension, c'est une trilogie! Non, c'est une extension! Non, c'est une trilogie, c'est un stand-alone qui peut se mixer, ça n'a aucun rapport avec une extension. Aucun rapport! Non, mais je m'excuse, en plus, c'était une toute petite question ultra non offensée. Ouais, ok, c'est bon. Ben, c'était aussi ton numéro 3. Ben oui, c'était aussi mon numéro 3, mais t'as tout dit. On a parlé de ce jeu-là, j'ai adoré rencontrer Emerson. C'est un gars qui, tu sais, vraiment discret, mais tu vois, qui pense à ses affaires. Puis c'est le genre de gars, quand il dit, moi je fais une trilogie de jeux, puis tous les jeux vont se mixer ensemble, t'es pas comme c'est un gros délire, t'es plus ok, il pense bien, puis il veut le faire, puis comme il sait que c'est un défi, il est conscient des défis qu'il y a là. Donc j'ai vraiment hâte là, en fait de voir ça, surtout en travailler ensemble. C'est ça que j'ai hâte de voir, je suis vraiment curieux. Juste triste que ma copie de Golem ne pourra pas se mixer. C'est pas vrai ça? Mais oui. Parce que les couleurs sont pas pareilles pis tout. Là, non! Mais là, ils vont sortir Century Eastern Wonder Golem Edition. J'espère bien. Je vais pouvoir le mixer et l'essayer pour vrai. J'espère. Ben, mon numéro 1, en fait, c'est le jeu Holding On, The Troubled Life of Billy Care. C'est sûr que c'est quelque chose d'obscur. Obscur, mais le designer derrière ce jeu-là, en partie, parce qu'il y en a deux, mais le designer qui m'a attiré vers le jeu, c'est Rory O'Connor. Donc Rory O'Connor est très célèbre pour sa jeu Rory Story Cube, donc toute une série de jeux, et le jeu The Extraordinaire, dont j'ai souvent parlé, tu sais, qui est l'espèce de jeu où tu vas designer des produits pour Dracula, là, en tout cas, écoutez ça dans l'épisode de Pen and Paper. Donc c'est un jeu, encore une fois, qui a l'air vraiment fucké. C'est un jeu coopératif dans lequel on incarne
les gens, dans le fond, la dernière ligne quand un humain est en train de mourir, donc la personne est en train de mourir et nous, on est le médecin, les infirmières, mais qui sont dans les soins là, palliatifs, donc les phases terminales, tout ça. On va accompagner le patient dans une phase terminale, c'est coopératif. Je pense pas vraiment que le but, c'est de sauver la personne, mais c'est plutôt de l'accompagner dans la mort. Non, en fait, c'est d'essayer de trouver ses troubles, en fait, de lui faire dire les choses qu'il a à dire avant de mourir, je pense, non? Ah, ben peut-être. De se repentir, oui, absolument. Mais c'est ça, donc c'est un peu spécial parce que c'est un jeu qui est ultra narratif. Ouais. Et ils mettent ça dans la catégorie, je l'ai trouvé beaucoup de gens qui en parlaient, dans la catégorie Serious Game. Okay. Tu sais, donc les jeux, tu sais, This War of Mine rentre un peu à la limite où on va toucher à des sujets qui sont plus lourds, qui sont plus sérieux, qui vont te faire réfléchir, mais amenés dans le ludique. Et là, de voir que c'est justement Rory O'Connor qui travaille là-dessus, ça m'a beaucoup intéressé. En fait, j'étais vraiment excité là, de voir ça. Ouais. Bon, mais c'est ça que j'avais eu comme information, là, c'est qu'on est là, on l'accompagne, puis on va essayer de le mettre en confiance dans le but de faire dire les choses. J'aurais pas dû tromper ma femme, j'ai la confiance là. Les choses qui lui pèsent sur le cœur, il faut comme réussir à le mettre assez en confiance pour qu'il nous dévoile, puis qu'il réussisse à dire ces choses-là pour qu'il puisse finalement quitter ce monde en paix. Nice, ben, non, mais il est là. Donc, c'est ça, ça a l'air vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr. Ça vient avec plusieurs scénarios qui ont l'air assez différents l'un de l'autre. Donc c'est à suivre, c'est à vérifier. Est-ce que c'est le genre de jeu qui va sortir ici? Peut-être. On va voir en français. Sûrement pas, que nous dit quelqu'un dans la foule. Avec beaucoup de dégoût. Mais on va pouvoir jouer. Non, mais je crois qu'elle est dégoûtée là, de la traduction des jeux pis tout. Là, elle est peinée par l'industrie. On dira pas c'est qui bien entendu, après se faire des ennemis à cause de ça. Ben en fait, ça fait le tour déjà de la saison 2 déjà. Je vois les gens sont tous affaiblis par la chaleur et tout faible. La fin c'était vraiment cool, Jeff. Hein? On s'attendait pas à ça, je pense, de la saison 2. Non, absolument non. C'est sûr que c'est un peu... On a des idées pour une saison, on y va, puis bon, la formule change et évolue. On va évidemment arriver avec d'autres idées, d'autres propositions. D'autres surprises. Pour la saison 3, on va voir si ça tient la route, puis si ça marche, exactement. On a plein de choses de prévues. On va prendre une pause de quoi 6-7 semaines à peu près. Il va quand même avoir 2 épisodes bonus qui vont sortir le 12 et le... je sais pas quelle date, donc en juillet. Après le 19, donc en juillet. 2 épisodes bonus au mondial du jeu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va le 12 écouter ça parce que justement il va y avoir pas mal d'informations sur c'est quoi cet événement-là qui est quand même un très gros événement. Là. Jeff, toi tu as déjà participé. Moi, ça va être ma première participation, mais j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ça va être bien le fun. Absolument. Ben oui, on va rencontrer Raph, justement, Raphaël de Etugame. Le farfadet du jeu. Ouais. Mais Etugame, ils sont les maîtres de jeu, donc ils vont animer. Je pense quasiment à tous les jours, ils vont être là, mur à mur, Etugame. Alors ça va être un honneur de les recevoir. Raphaël et un invité mystère de Etugame. On ne sait pas c'est qui encore, mais ils vont être là. Et ça va être bien cool. Donc on a bien hâte à ça. Sinon, la foule, est-ce que vous avez des questions peut-être pour finir rapidement ou non, pas de questions? J'ai une question de marde pour vous. Oui. Ça doit vous arriver, ça arrive pas mal à tout le monde qui travaille dans l'industrie du jeu, on te demande c'est quoi ton jeu préféré? Je vais vous twister le truc à l'envers, c'est quoi votre pire jeu? Tu sais le jeu là, que t'as souffert dans le joueur là? Pire jeu. Mettons, dans la vie ou dans la dernière année? Comme tu le files. C'est une bonne question. C'est difficile, c'est dur de trasher. Il faut y penser longtemps. Là. Mais je peux te proposer quelque chose avant qu'on aille plus loin. Ouais. Une de mes pires expériences de jeu, c'était avec toi, c'était pas à cause de toi, là, mais c'était avec toi. C'est quand on a joué à Grand Austria Hotel. Ouais, ça c'était. Tu sais, qui est un jeu qui est quand même supposé d'être bon. Nous, on a juste joué une fois. C'est autant de Tzolk'in que j'adore d'ailleurs. Ouais, non, mais le jeu il a l'air correct. Peut-être pas adapté pour le nombre de joueurs qu'on était. Je pense qu'on était le nombre maximal. Mais c'est vraiment c'est quand il a posé la question, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Une de mes pires expériences de jeu. Pas nécessairement mon pire jeu, mais une de mes pires expériences. Grand Austria Hotel, je dis pas que c'est un jeu de marde, là, mais je dis que c'était vraiment une mauvaise expérience. Ouais, exactement. Le tour de jeu était assez pénible. Je veux dire que, je sais pas si c'est mon pire jeu ever, là, mais dans la dernière année, clairement, Rising Sun, c'était une de mes pires expériences. C'était terrible.
Absolument terrible, inacceptable. Puis tu sais, on peut renchérir avec photosynthèse peut-être. qu'on a tous détesté. Non, trop pas! Ah ouais, très ok. bon. Ok, ah ouais, ça va être tough à défendre. Ça. Ben ouais, ben c'est bon. Ben Jeff, j'aurais peut-être juste une petite dernière question pour toi dans la même lignée. Là, je voulais te la poser depuis le début de l'épisode, puis j'ai oublié à chaque fois, mais ça m'a rappelé ça. C'est qui l'invité que t'as le moins aimé recevoir? Je pense pas que je réponds à ça. Ok, j'avais prévu que tu répondes, après tu me poses la question, puis moi je dis non, moi je peux pas répondre à ça. Tu sais, j'ai comme. Je vais utiliser ta réponse. Ok, bon, c'est parfait. Donc c'est la preuve qu'on a aimé tout le monde, hein, parce que Ben oui. les gens, tu sais, des fois on niaise un peu, tu sais, faut pas nous prendre trop au sérieux. On a adoré tout le monde qui est venu. Si on pouvait, on vous réinviterait tous. Bien entendu, on peut pas réinviter tout le monde, là, ça serait un peu bizarre. On veut quand même aller chercher de nouvelles personnes. Et on aimerait beaucoup aussi inviter des filles, des femmes. On sait qu'il y en a beaucoup dans le monde du jeu, on en a déjà plusieurs sur notre liste, mais elles tombent un peu court rapidement. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer ça parce qu'on en a cherché, on en a plusieurs dans notre liste, on va en contacter plusieurs, mais c'est toujours bon d'avoir d'autres suggestions, peut-être des gens auxquels on pense pas nécessairement. Donc ça serait vraiment cool pour ça parce que là on n'était pas dans un très bon ratio, là. Même si notre ratio est proche de représenter l'industrie, on aimerait quand même nous présenter une facette un peu différente. Ouais, on a eu qu'une seule invitée féminine sur 10, donc mais c'est bon, tu sais, je dis pas que j'approuve ça ou rien, en fait, je voudrais justement aller contre un peu ces stéréotypes-là. Finalement, laissez-nous savoir sur Facebook qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine saison, on est toujours à l'écoute de vos suggestions. Sur ce, JF, Bon, on se retrouve dans combien de temps? Dans 6-7 semaines? ben oui, mais on va se revoir. Oh, ouais, on va gamer, on va prendre des vacances et on va aller là, dans le sud pis tout. Passer nos 3 semaines habituelles à Cuba. Profiter du bon temps là-bas, jouer à des jeux de plage pis tout ça. Jeff, sur ce, Hey, Simon, c'est un plaisir. continue à jouer. On continue à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeux.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com. Nous remercions aussi le public d'avoir été présent et d'avoir permis de tripler presque notre audience de la première saison. Ok. Elle va partir la musique. On va partir la musique. Oh yes. On n'est pas prêt pour le live, hein, vous voyez.